sur les routes du Gard. Nombre d'accidents en baisse, mais par contre, nombre de tués en hausse. Il y a eu un véhicule qui circulait à 173 km/h au lieu de 90. Après, on a eu un gardois 2,18 g, sans permis de conduire, sans assurance. Après, agglomération de Monteil, 107 km/h en agglomération. Allez, on y va. Procureur, mes respects, l'adjudant baron du peloton autoroute. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que vous me faites comme bilan là? Alors là, on vient de verbaliser 2 personnes pour un usage de téléphone et une voilà, personne qu'on vient de contrôler. 6 à nous manquer dans la collection. Voilà, Oui. et une personne qui avait 2 pneus lisses à l'avant dans son véhicule. Les services de police et de gendarmerie n'arrêtent pas d'être sur les bords de route et on a l'impression, pour être simple, que pour les gardois, le code de la route est une législation qu'on doit considérer comme non applicable aux habitants de ce ressort. Il ne s'agit pas de prendre qui que ce soit au piège, mais de rappeler que la délinquance routière est une des préoccupations du département, parce que 69 morts en un an, c'est un chiffre qui est absolument terrible, qui cause des victimes en cascade, les familles, les enfants. 70% des conducteurs contrôlés en infraction sont des gardois. La délinquance routière du Gard, c'est le Gard. Ce département, j'ai appris à le connaître et c'est un département très contrasté. Sa caractéristique, c'est d'abord un département où les phénomènes d'atteinte aux biens sont très importants, puisqu'on est le 15e département pour taux de délinquance d'atteinte aux biens par habitant. Mais au-delà de ça, ses caractéristiques, c'est un très fort taux d'atteinte aux personnes et ce qu'on appelle dans notre jargon les atteintes aux personnes non crapuleuses, c'est-à-dire les violences intrafamiliales, violences sur mineurs et violences conjugales. Une grosse importance également la délinquance des mineurs. Alors des mineurs qui sont particulièrement positionnés sur les cambriolages qui causent des préjudices très importants, les vols avec violence et puis aussi qui sont quelquefois recrutés par des majeurs pour faire du trafic de stupéfiants. Bon, donc je suis monsieur Rossi, le vice-procureur. Je suis donc le 6e procureur à vous poursuivre pour conduite sans permis. Voilà, donc vous êtes en récidive. Vous êtes déjà passé en comparution immédiate, non? Bon. Donc en fait, vous vous en foutez complètement. Non, monsieur, c'est pas que je m'en fous. C'est que j'ai un problème avec l'administration française. Ah, quel problème vous avez? Qui me bloque. Je sais pas pourquoi, qui me bloque. Pourquoi ça vous bloque? Bah, tout simplement, quand je veux m'inscrire à une auto-école, Oui. la préfecture me dit d'aller voir le tribunal, que le tribunal me bloque, Pourquoi le tribunal? en se disant que je suis bloqué par... Mais vous l'avez jamais eu, le permis de conduire? Non, mais j'ai beau essayer de m'inscrire. Vous avez jamais eu, monsieur, l'interdiction de passer votre permis de conduire? Bah, je vous le dis. Moi, je vois, ça fait 6 fois que vous êtes arrêté. Donc, en fait, bon, vous prenez tout le temps le véhicule. Vous l'avez dit, hein, vous travaillez, vous le prenez tout le temps. Bon, moi, je ne vous reproche pas pour tout le temps, mais bon, vous le reprenez tout le temps. Alors, je vais demander votre placement en détention provisoire, puisque vous allez être jugé en comparution immédiate demain. Voilà, donc demain, comparution immédiate. Et moi, j'estime qu'il y a un risque de réitération. Enfin bon, c'est même pas un risque de réitération. Si on vous relâche, vous allez reprendre votre véhicule. Bon, alors vous aurez un avocat, monsieur. Vous l'avez déjà vu ou pas? Non. Ça sera l'avocat commis d'office.
qui va vous suivre donc dans le cadre de la procédure. Là, vous allez passer devant un magistrat qui va décider si oui ou non il vous met en détention provisoire. Moi, c'est ce que j'ai demandé. Après, ça sera au juge de décider et vous passez devant le tribunal demain à 14h. Vous avez quand même envisagé l'espace d'une seconde que vous alliez aller en prison avec ça? Non? Vous l'avez envisagé, hein? Voilà, donc vous allez signer là, s'il vous plaît, monsieur. Ici. Voilà, au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ouais, vous pouvez le désentraver, on va y aller tout de suite du coup, parce que moi j'ai tout préparé. Donc bonjour monsieur, je suis madame Dornat, vice-procureure, en charge de l'exécution des peines. Je vais procéder à la vérification de votre identité avant de ramener à exécution une peine qui a été prononcée à votre encontre par le tribunal correctionnel de Nîmes. Profession? Conducteur d'engin. Conducteur d'engin. Vous êtes actuellement en emploi ou pas? Non. D'accord. Du coup, vous vivez de quoi en ce moment, vos ressources? Là, c'est le Pôle emploi. C'est la décision du tribunal correctionnel du 14 décembre 2015 qui vous a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois à titre principal, plus la confiscation de votre véhicule pour des faits de conduite en état alcoolique en état de récidive légale. C'était des faits commis à Laudun-l'Ardoise le 20 juin 2015 et également conduite sans permis. Initialement, cette procédure avait été transmise devant le juge d'application des peines. Vous êtes allé d'ailleurs au rendez-vous il n'y a pas très longtemps, je crois, il me semble que c'était le mois dernier. Oui. Sauf qu'entre-temps, vous avez à nouveau conduit en état alcoolique, vous avez été placé en garde à vue aujourd'hui et c'est pour ce motif que je mets fin à la procédure d'aménagement de peine devant le juge d'application des peines et que je ramène ces 8 mois à exécution. Ça Donc, on pourra va être repartir vendredi. Ah oui, là vous partez à la maison d'arrêt à partir de maintenant. La mise à l'écrou commence aujourd'hui. D'accord. Vous avez des questions? Non. Ah, c'est bon. Vous pouvez le conduire. Maison d'arrêt de Nîmes. Il y a toutes les pièces d'exécution. Ça va? Ouais. Il ne faut pas considérer que cette délinquance est celle des autres. Cette semaine, il y a eu un jeune conducteur qui a été déféré. Il avait fait la fête. Il a pris son volant après avoir eu cette consommation et a percuté un cycliste qui en est mort. Lorsqu'on a fait l'annonce de cette mort à l'épouse de ce cycliste, elle s'est évanouie et a dû être hospitalisée. Il avait des enfants. Et il a failli percuter un deuxième cycliste qui était son camarade. Et tout ça parce qu'il ne s'est pas posé la moindre question. C'est dramatique. On s'intéresse et tout le monde s'émeut lorsqu'on a des affaires criminelles. Personne ne s'émeut quand il y a des morts sur les routes et c'est véritablement ça qu'il faut changer. Oui. Je vous appelle pour la garde à vue de mon petit mineur. Oui, pour un vol par effraction en réunion. Une tentative de vol par effraction en réunion, effectivement. Bon, on va retenir les dégradations en réunion, puisqu'ils étaient deux, Oui. même s'il n'y a plus que lui. Je fais quoi de ce fameux téléphone qui appartient donc à personne? Et ben, vous faites acter au mineur l'accord de principe pour la destruction. Formidable. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, c'est monsieur Bottero au parquet des mineurs. Je vous passe mon collègue qui est en charge du dossier. Donc les faits, c'est un vol à l'arraché en date du 17 décembre 2015 à 11h50, route de Courbessac à Nîmes, D'accord, magasin Intermarché. c'est celui qui est à côté de l'école de police, c'est ça? Juste en face, oui. Ouais, d'accord. Entre les deux sas, il y a deux individus qui arrivent en face d'elle, et il y en a un d'eux qui arrache le sac à main, qui prend la fuite en courant, et un second donc, qui suit le deuxième pour prendre la fuite lui également aussi sur le parking du centre commercial. Donc le vigile fait sa petite enquête sans nous donner de nom, etc. Il arrive à remonter sur deux individus et il se fait donc les parents des individus ramènent le sac dans lequel rien ne manque. Donc suite à cela, nous on récupère les vidéos tant bien que mal parce qu'on a eu un mal fou à les graver, on les exploite et on arrive à identifier les deux garçons qui sont en garde à vue. D'accord. Ils font quoi là, de leur journée, l'un comme l'autre? Alors de leur journée, il y en a un qui est à l'ACPM de Beaucaire. Il fait un CAP de peintre en bâtiment. D'accord. Et le second, lui, qu'est-ce qu'il fait de beau? Il a un bac pro en peinture, bâtiment à Mistral. En fait, ils sont scolarisés. Il y en a un qui est à Mistral et le second, lui, il est à l'ACPM de Beaucaire. C'est une sorte de formation, je pense, pour les peintres en bâtiment.
En fait, ils travaillent tous les deux dans le bâtiment. Bah, ils auraient pas pu se dispenser de leur vol violence. Bon, ce qu'on va faire, monsieur Jamel, s'agissant de vol violence, la politique pénale est la même pour tous, même pour ceux qui font une formation. Je vais les faire déférer. Asseyez-vous, vous devez noter. Achille. C'est vous. Donc monsieur, je suis monsieur Bottero, substitut procureur en charge des mineurs, et je vous reçois aujourd'hui parce qu'on vous reproche d'avoir commis à Nîmes le 17 décembre 2015 un vol avec violence et en réunion, ce qu'on appelle un vol à l'arraché. Monsieur, vous avez bientôt 18 ans. Sur des faits comme ça peut être la prison directement. Moi je veux bien, hein, vous avez, après le sac a été rendu, la famille est intervenue, peu importe, mais il n'empêche que ça, ce comportement, c'est inadmissible. C'est inadmissible et systématiquement, tous les mineurs qui commettent ce type de fait, ils sont déférés. C'est-à-dire qu'ils vont en garde à vue, ils viennent ici directement, ils vont voir le juge des enfants. Et quand on dit qu'il y a des mineurs qui sont incarcérés, c'est pas une vue de l'esprit. Actuellement, j'en ai 15, comme vous, entre 16 et 18 ans, qui sont détenus, monsieur. Vous voulez faire le 16e? Non. Vous faites quoi comme formation? Non, je suis pas en formation, je suis à l'école à Mistral. Et là, c'était quoi le 17 décembre? C'était les vacances déjà? C'était pendant les vacances le 17 décembre? Non, c'était pendant les cours, mais je n'étais pas allé. Parce que je me sentais pas bien. Ah, vous vous sentez pas bien pour aller en cours, par contre vous vous sentez suffisamment bien pour aller arracher un sac. Et vous pensez à quoi? Écoutez, moi j'ai une affaire comme ça à Montpellier, ça s'est passé en pleine rue. Hein, la dame, elle est mal retombée lorsqu'on lui a arraché son sac, elle est morte. Et le mineur en question, il est en cours 15 ans de prison. Vous n'avez pas 18 ans, vous voyez passer 15 ans de votre vie en prison? Autant de ce que vous avez vécu dehors, vous voulez vivre dedans? Non. Vos parents, ils en pensent quoi là de tout ça? Il y a des grands frères qui sont déjà en prison chez vous ou pas? Non. Il va falloir réfléchir un peu. Parce que vos parents risquent d'y être devant le juge des enfants avec vous tout à l'heure. En tout cas, on va essayer de les appeler. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Je suis sûr qu'ils doivent être ravis de vous voir arriver entre deux policiers. Non. Parce que quand vous allez arriver devant le juge des enfants, c'est vos parents, ils vont vous voir arriver avec les menottes au poignet. C'est l'image qu'ils doivent vraiment avoir envie d'avoir de vous. Hein. Alors, cette analyse sur l'importance de la délinquance des mineurs est partagée par les services de police notamment, puisque le directeur de ces services disait il y a peu, lors d'une conférence de presse, que sur 2000 gardes à vue qu'il avait prises par ces services, 1000 concernaient des mineurs. Ça veut dire surtout qu'il y a des mineurs qui peuvent être réitérants et se retrouver plusieurs fois en garde à vue. En tout cas, ce chiffre, il est énorme et il a légitimé que depuis le mois de janvier, il y a eu la création d'une permanence spéciale de la famille et de la protection des mineurs. Et cette permanence traite de toutes les gardes à vue qui impliquent des mineurs. Monsieur Bottero, substitut du procureur en charge des mineurs. Je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez été interpellé hier en fin d'après-midi pour des incidents dans le bus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je vous reproche officiellement 2 faits pour lesquels je demande au juge des enfants de vous mettre en examen. Les outrages, c'est-à-dire les insultes à des personnes exploitant en transport public, hein, en gros le contrôleur du bus, et des actes d'intimidation ou des menaces sur ces mêmes contrôleurs. Puisqu'il s'est passé, il y a eu un contrôle, vous étiez en possession de la carte de bus de votre sœur. Oui. On vous a pris cette carte de bus et derrière, lorsque les contrôleurs ont fait arrêter le bus, vous avez verrouillé les portes et vous avez dit que personne ne descendrait tant qu'on ne vous aurait pas rendu la carte. Oui. Et derrière, il y a eu, en tout cas c'est ce que rapportent les contrôleurs, il y a eu des menaces de mort du type « je vais te fumer, on est à Pisevin ici » et ainsi de suite. Voilà. Donc ces faits-là sont punis jusqu'à 5 ans de prison. Et ce qui rend votre situation extrêmement problématique, c'est que vous avez été condamné 3 fois le 4 janvier dernier par le tribunal pour enfants, notamment pour des faits d'extorsion. La dernière fois, vous n'avez pas eu de la prison. Il y avait notamment un travail d'intérêt général. On est d'accord ?
Et vous êtes particulièrement connu du juge des enfants. Vous avez été mis en examen un grand nombre de fois, vous avez été suivi au départ en assistance éducative, puis après on a basculé sur un suivi au pénal. Donc moi, au vu de tous ces éléments, comme visiblement même une condamnation récente, ça vous calme pas, je demande au juge de vous placer en prison à partir de ce soir. En attendant, vous allez voir le service éducatif, monsieur. Voilà. Vous pouvez le monter directement au deuxième étage. Au deuxième étage, à la TET ? Tout à fait. Vous pouvez le désentraver? Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Assis-toi. Bon, tu es déjà venu ici au palais de justice. Pourquoi? Pour plein d'affaires. Plein d'affaires. C'est-à-dire? Des vols. Des vols, ouais. T'as déjà vu un juge? Oui. Qui c'était? Madame Roch et Madame Berger. D'accord. La dernière fois, ça remonte à combien de temps? Le 4 janvier. Ah oui, c'est récent. Oui. C'était dans une audience de cabinet ou au tribunal? Au tribunal. Cabinet? Au tribunal, dans la grande salle. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de ce qui a été décidé? Ils m'ont mis 6 mois de sursis. Ouais. T'as souvent tendance à réagir comme ça quand on t'oppose un refus ou... Ouais. T'as du mal à te contrôler? Ouais. Les insultes, c'était quoi? Des menaces de mort et je l'ai insulté. Quel type de menace je fais? Explique-moi. Je vais te mettre une balle dans la tête. T'allais lui mettre une balle dans la tête? Non, c'était que des mots. Oui, non, mais c'est ce que tu lui as dit. Tu comprends pourquoi il dépose plainte quand même? Ouais. Est-ce que t'as conscience que ce monsieur il faisait son travail, tout simplement? Ouais. Je voulais le frapper. Je voulais le frapper. Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas frappé alors? Il est plus vieux. Allons jusqu'au bout. Il est vieux. Il est vieux. La violence résout rien du tout, mon garçon. Rien. Il y a eu un jugement de divorce. Est-ce que tu sais ce qui a été décidé? Si tu as un droit de visite et d'hébergement chez ton papa, par exemple. Non, je sais même pas. Je suis même pas au courant de ça, moi. D'accord. Tu t'y rends régulièrement? Même pas. Même pas? C'est eux, ils viennent chez moi. D'accord. Et dernièrement, on va dire, il y a ces faits-là, le TPE du 4 janvier, ta maman y était? Le tribunal pour enfants, pardon. Ouais, elle y était. D'accord. Et elle en a pensé quoi de tout ça? Elle était déçue, même moi j'étais déçu. Déçu de quoi? De ça, de tout ce que j'ai fait. On est dans une procédure compliquée pour toi, puisque théoriquement, ce soir, t'es plus chez toi. Oh. Ben, si le mandat de dépôt est requis, si la juge suit la réquisition du mandat de dépôt, tu passes devant un juge des libertés de la détention qui se trouve ici, à cet étage, et lui prendra la décision ou non de t'incarcérer ou pas. C'est lourd de conséquences. Ouais. Tu me sembles un peu éloigné de tout ça, non? Non. Tu te fais une idée précise de ce qui t'attend ou... Franchement, je sais pas ce qui va m'arriver. Tu sais pas? Je sais pas encore. Tu te laisses un petit peu... Ouais, pour l'instant, je regarde ce qui se passe. T'as vu ton avocat? Ouais. T'as discuté un peu avec lui? Oui. Bon. Ouais, j'irai le voir aussi. Moi, je vais m'orienter sur un contrôle judiciaire. C'est d'abord une alternative à l'incarcération. Parce que ma fonction et mon rôle est de proposer une alternative. Mais ce sera le dernier du dernier, hein, je veux dire. Si jamais tu respectes pas le contrôle judiciaire, on pourra plus faire grand-chose pour toi. Il faudra que tu passes par la case prison, comme on dit.
remonte au juge des enfants. Il y a déjà un jeune qui passe. Dans le suivi des mineurs, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, puisque c'est eux qui essentiellement suivent ce qu'on appelle les mineurs délinquants, donc auteurs de crimes ou de délits, sont fondamentaux. Même si le mineur n'a absolument aucune idée de son avenir, l'éducateur est le premier à déjà lui permettre de poser l'acte, de lui dire ce qu'on attend de lui par rapport à cet acte, et puis ensuite de lui permettre une perspective d'avenir, ou pas. Mais en tout cas, l'éducateur est souvent là, même quand il conclut au fait que seule l'incarcération est possible, à penser à l'avenir. C'est eux qui rencontrent les parents, qui peuvent nous dire si les parents sont pertinents, suffisants, s'il faut les faire accompagner par tel ou tel service socio-éducatif. C'est eux qui peuvent nous poser aussi la question de l'expertise psychiatrique ou psychologique du mineur. Bref, ils nous construisent, au-delà du fait brut, le dossier de personnalité du mineur. Et on dit qu'une peine, elle est juste quand on tient compte d'un fait, quand on tient compte d'une personnalité. C'est vrai pour tout justiciable, c'est encore plus vrai pour un mineur, puisque sa personnalité est nécessairement en construction. Oui, bonjour, oui. Mes respects, je vous appelle pour deux affaires. Une que j'ai eues ce matin. Donc lui, il travaille pas. Et puis vers 17h ou 18h, il a commencé à boire un martini. Et puis finalement, il a bu toute la bouteille. Il avait pris les clés de la voiture. Il s'apprêtait à partir, voir un ami, apparemment. Elle, ça n'a pas plu parce qu'elle a vu qu'il avait bu et donc elle a pris les clés avec elle. Elle est montée à l'appartement. Lui, il ne se souvient pas de tout. Apparemment, il y a eu un coup de pied et elle a mal à la jambe. Et je pense que c'est quelqu'un voilà, qu'il faudrait quand même un petit peu cadrer et arrêter. Vous envisagez quoi, vous? Plutôt qui soit sous contrôle judiciaire, qui la fréquente pas, ou en comparution? Non. Non, mais on fait le point, si vous voulez, on peut faire le point en début d'après-midi. Je vous reproche d'avoir à Vergès, donc le 11 février 2016, alors commis des violences qui ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, puisqu'il y a 15 jours d'incapacité de travail. Ces violences, elles ont été aggravées par deux circonstances aggravantes. La première, c'est que mademoiselle, c'est votre concubine. Hein, d'accord. Et la seconde, c'est que vous étiez en complet état d'ivresse. Il vous est reproché d'avoir aussi, à Vergès, le 11 février, commis des violences qui n'ont pas entraîné d'incapacité de travail, celles-ci, mais qui ont été commises sur monsieur Botter, qui est le père de votre ami, en agissant en état d'ivresse manifeste. Alors, est-ce que vous avez des déclarations à me faire ou pas sur les faits qui vous sont reprochés? Je reconnais les faits, je reconnais ma culpabilité. Pour tous les faits? Ouais. C'est des choses qui ne sont pas à faire et pas de gênant. Et après, pour les problèmes d'alcool, c'est surtout ça aussi. C'est vrai que c'est vraiment un engrenage, qu'on n'a pas un bon entourage et qu'il y a beaucoup de choses, de facteurs. Bah ouais, mais bon, il va effectivement falloir arrêter une bonne fois pour toutes, parce que là, vous en êtes pris à votre compagne, là, elle a la jambe cassée, ça a dû être quand même bien violent quand même. Hein. Donc vous allez signer là, c'est tout ce qu'on vient de dire, hein, vous pouvez relire si vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez aller au GLD. Hein, voilà. Merci madame. Voilà.
en tant que femme, quand on voit effectivement les victimes de violences, qui a souvent sont impactés les enfants, parce qu'il y a souvent les enfants qui sont présents, etc. Forcément, moi, ça me touche quelque part. C'est vrai que ça fait plusieurs années que je m'occupe de ce type de contentieux. Et qu'il faut que, effectivement, on fasse en sorte que vraiment les femmes n'hésitent plus à déposer plainte. Ça permet de tout de suite, qu'il y ait une prise en compte tout de suite de ces difficultés au sein du couple, et que l'auteur en a peut-être aussi besoin à un moment donné d'être confronté à la loi. Alors monsieur, je vous reproche 3 infractions qui sont commises le 12 février à Nîmes. Un usage de stupéfiants en récidive, une détention de stupéfiants en récidive et une détention d'armes de catégorie B, en l'espèce un fusil à canon scié. Donc vous avez été placé en garde à vue pour ces faits et j'ai décidé de vous poursuivre dans le cadre d'une comparution immédiate, monsieur. Ça veut dire que vous allez passer devant le tribunal le 16 février, c'est mardi. C'est ce que j'ai décidé. Et entre-temps, pour éviter le risque de réitération, je vais demander votre placement en détention provisoire. Jusqu'à mardi. Voilà. Alors, mais monsieur quoi? Je reconnais être un fumeur, c'est normal. C'est normal? Non, pas c'est normal. J'ai fumé étant jeune. Ouais. J'ai du mal à arrêter. Pourquoi vous avez 45 ans, monsieur? Vous avez 50 ans? Quel âge vous avez? 24 ans. Vous fumiez quand vous étiez jeune? À partir j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Ouais. C'est interdit, non? Mettez-moi d'un doute. C'est interdit. Oui. Mais après, j'ai essayé d'arrêter, monsieur. C'est pas facile. Moi, j'ai diminué. Alors, c'est pas facile d'arrêter de fumer. Mais j'ai diminué déjà, en tout cas, depuis un bon moment. Allô? Donc, c'est pour ça que vous avez une balance électronique, c'est pour diminuer les doses. Non, ça, c'est que... Parce que moi, en fait, comme je vous dis, j'achète 5 grammes par semaine. D'accord. Et la balance, c'est pour vérifier au cas où... Bien. D'accord, c'est pour vérifier. Sous le contrôle de votre avocat, 6 fois, monsieur, vous avez été condamné par la justice. 6 fois. Et vous avez 1 an de prison avec sursis sur la tête pour un cambriolage. Et malgré tout, vous continuez. Donc vous continuez. Août 2014, usage de stupéfiants. Et là, donc des stupéfiants. Bon. Et l'arme, c'est parce que vous êtes un consommateur? Non? Non, en fait, parce que... En fait, quand j'étais chez ma concubine, elle s'est fait plusieurs fois cambrioler. C'était pas vous? Non, c'était pas vous. Qui a cambriolé? Ouais. Non, vous cambriolez les autres. Ouais, je cambriole. Non, monsieur, c'était avant. C'est avant, ouais. J'ai arrêté maintenant. Donc vous avez un fusil canon scié calibre 12 dans un sac, qui est chez votre ami. Je l'ai démonté, monsieur, le fusil. C'est moins grave que s'il était monté, je comprends. Ah non, c'est que j'avais pas l'intention de m'en servir, monsieur. Donc vous avez acheté un fusil pour vous protéger des cambriolages, mais en fait, il y a le cambrioleur à la maison, vous êtes obligé de le remonter en direct pendant qu'il y a le cambrioleur. Compliqué, monsieur, hein? Non. Vos explications, bon, je n'avais pas l'intention de m'en servir, mais là non plus, je vous reproche pas ça. Bon, donc est-ce que vous avez compris, monsieur? Je vous traduis en comparution immédiate, donc c'est moi qui vais demander votre placement en détention provisoire. Votre avocat, il a dû vous le dire. Vous allez passer devant un autre magistrat qui va dire si oui ou non il vous met en détention. S'il vous plaît, monsieur, ma femme, elle a couché dans 1 mois. Comme ça, on verra ça. Mais voilà. Alors déjà, moi j'ai pris ma décision, monsieur. D'autant plus que votre concubine accouche dans 1 mois. Vous avez des stupéfiants chez vous. On vous retrouve avec des stupéfiants, des fusils. Vous avez un casier judiciaire. Ça, c'était caché, monsieur. C'était caché. Pas à la vue de la petite, rien. Même ma femme, elle n'était pas au courant, monsieur. Voilà, donc, monsieur, vous allez signer là, s'il vous plaît. Voilà, tenez, monsieur. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire que si, là, passé en jugement et que vous êtes condamné, le sursis tombe. Le sursis est révoqué automatiquement. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé? 1 an. Après, j'ai toujours travaillé, monsieur. Ouais, mais... Dans mon dossier. Mais est-ce que vous êtes en mesure d'avoir des bulletins de salaire? Ouais, il y a tout. Contrat, il y a tout ce qu'il faut. Vous travaillez dans quoi? Je travaille dans la peinture, dans la vente, dans l'école. Centre aéré, c'était il y a longtemps.
Nous, ce qu'on va faire, vous dites bien que vous êtes consommateur, parce que là, ça donne l'impression que en fait, vous étiez plus que consommateur. Mais les balances, de toute façon, tout le monde a le droit d'avoir des balances chez soi. Oui, mais là, vous avez une balance électronique, monsieur, c'est pas pareil. Pour me faire arnaquer. Ouais. Vous comprenez ou pas? Ouais. Ah bon, voilà. Donc, on plaide le contrôle judiciaire, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Oui, monsieur Rossi. Oui, bonjour, monsieur Rossi, Jean-Chef de la brigade de gendarmerie d'Uzès. Uzès, oui, je vous écoute. Je vous appelle pour un petit conseil. Oh. On est actuellement sur une opération de recherche de malfaiteurs dans le cadre d'une réquisition de madame la procureure, en pédestre avec un chien, notamment la recherche des produits stupéfiants sur le centre-ville d'Uzès. À la place aux herbes. Et on a un chien. Non. Pardon? Vous êtes à la place aux herbes? Alors, on n'est pas place aux herbes, on est dans une rue à proximité du lycée Guilmer. D'accord. Juste à côté dans la rue du collège. Ouais. Alors, Et on a le chien qui gratte et on a une forte odeur de cannabis qui sort d'une habitation. Ouais. On voulait savoir si, avec ces simples éléments, on pouvait frapper, faire ouvrir et éventuellement faire une perquisition sur des indices apparents du fait que le chien marque, ou si c'était pas suffisant. Il y a une prolifération de stupéfiants là, dans votre zone là. Un petit peu, oui. Ouais. Bon, bah, écoutez, oui, vous la faites. Il m'a peut-être pas appelé pour une affaire grave, mais il m'a appelé pour savoir quelle était la position du parquet sur une procédure. Savoir si on la faisait ou si on la faisait pas. Là, si j'avais dit c'est pas suffisant. Bon, en plus, pour cette affaire, il y a une recrudescence d'ILS, donc d'infraction à législation sur les stupéfiants, à Uzès, notamment la place aux herbes. Alors, qui porte son nom, je sais pas quel type d'herbe c'est, mais bon. Donc, il y a eu 7 interpellations. Oui. Les enquêteurs étaient néanmoins très satisfaits d'avoir saisi de la compta. D'accord. Qui a permis déjà de caractériser le trafic et de caractériser les rôles. Donc, par exemple, on a une comptabilité sur un jour où le réseau permettait de générer 7 000 € de bénéfices jour. C'est énorme. Voilà. Oui, mais c'est énorme. Oui, non. On voit, on touche du doigt. C'est énorme. Par exemple, est-ce que c'est dans ce dossier qu'on avait commencé par des saisies d'armes de guerre? C'est ça. D'accord, c'est le même. C'est le dossier où il y avait eu un pistolet Scorpio. Ouais, c'est un pistolet mitrailleur Scorpio. Bon, alors aussi pour le bénéfice de 7 000 €, par exemple, on a saisi chez la sacoche, la recette du jour, soit presque 5 000 €. Voilà. Ok. Autre question, quel âge à peu près les mises en cause, vous avez une idée à peu près? Parce que je pense que monsieur on est sur Labastrou va vous poser la question. On a un qui est très jeune majeur, et après le reste c'est du 25. Je suis le procureur, monsieur Rossi. Vous êtes devant moi puisque je vous reproche des infractions liées aux stupéfiants. Donc de la détention de stupéfiants, de l'usage de stupéfiants, de la complicité de trafic de stupéfiants. Parce que vous faisiez le chauffeur, le guetteur. Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, monsieur, le 19 février 2015, pour des faits de stupéfiants. Vous vous en souvenez? Vous avez fait de la prison. Vous êtes sorti quand de prison, monsieur? Juillet. Est-ce que vous êtes suivi par un juge d'application des peines? Non, la SPIP. Oui. Donc ici? Ouais, à Nîmes. Quelle obligation vous avez? Obligation de soins. Bon, donc on peut dire que vous ne la respectez pas, alors. Si vous avez encore des stupéfiants. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Non, cocaïne à Marseille. Pourquoi vous êtes cocaïnomane? Non, à Marseille, je me suis fait attraper en vendant de la cocaïne. Pour ça, je suis rentré en prison. Enfin, de toute façon, que ce soit de la cocaïne ou du cannabis, monsieur, c'est de la drogue, vous n'avez pas le droit. C'est de la drogue douce. Non, ça n'existe pas, monsieur, la drogue douce. Drogue dure, drogue douce, dans la loi, c'est de la drogue. Qu'est-ce que vous en pensez de votre comportement? Vous sortez de prison depuis juillet, vous continuez à faire ça? Je suis SDF, monsieur. Et alors? Il faut bien que je mange, il faut bien... D'accord, donc vous êtes SDF,
Et vous m'avez dit que vous avez été chez vos grands-parents. Donc oui, J'habite pas chez mes grands-parents. Je vous ai dit, je vais de temps en temps chez mes grands-parents. c'est dur, hein, savoir. Bon, on va dire de temps en temps. Bon, bien sûr, vous travaillez pour des gens dont vous ne connaissez pas l'identité. Si les gens qui étaient en garde à vue, je les connaissais. Vous les connaissiez? Je connais pas leur prénom, je connais juste leur surnom. Alors c'est qui, mon surnom? Leur surnom, Il était à vous, le talkie-walkie? Non. Je suis pas là tous les jours. Hein. Ah. Je suis pas là tous les jours, je suis pas au chemin bas tous les jours. Hein. Comme une fois tous les 2 jours? Une fois tous les 3 jours, je suis là. Une fois tous les 3 jours. De façon générale, hein, le trafic de stupéfiants, il s'est horizontalisé, il s'est démocratisé. Avant, le trafic de stupéfiants, il était vertical, avec une tête de réseau, un lieutenant qui lui procédait à la revente. Bon, maintenant, les trafiquants ont bien compris qu'au plus ils multipliaient les intervenants, hein, au plus ils multipliaient les guetteurs, au plus ils mettaient dedans aussi dans la boucle des mineurs, hein, ils avaient moins de chance, enfin moins de malchance, entre guillemets, d'être interpellés. Donc c'est ça la réflexion que vous avez sur votre comportement? Non, c'est même pas question de ça. C'est que vous êtes un infime rouage du trafic de drogue. Je sais, en plus je suis payé une misère comparé à ce qu'ils gagnent. Les inspecteurs hier ils me l'ont dit, j'étais en larmes et tout. Grâce à vous, les trafiquants ils font 7 000 € par jour. Ouais. Mais bon, si vous n'étiez pas là, il ferait 0. Hein. Voilà. Bon, donc vous passez je vais rajouter encore, parce que déjà Marseille c'était une comparution immédiate. Donc vous passez encore en comparution immédiate à 14h. Bon, donc monsieur, vous signez là, s'il vous plaît. Et donc on va vous descendre au geôle pour être jugé à 14h. Pardon? Je sais pas, vous avez dit quelque chose en plus? Tu veux être carte exclusive? Eh oui! J'arrive avec la clé. De toute manière, il n'y a pas d'échappatoire. Hein. Au moins, pendant ce temps-là, tu fais pas de conneries. Pas de conneries. Vous ne savez pas ce qui se passe dedans, vous me dites ça. Vous ne savez pas tout ce qui se passe dedans dans les prisons. Moi, au premier, je veux déjà se faire tuer devant moi. Devant mes yeux, je veux un mec prendre un couteau dans la gorge. C'est encore pire que dehors. Ouais, mais oh, c'est pas maintenant qu'on te connaît quand même. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Tu le savais. Et on te l'a dit. Je pense qu'on a été quand même correct depuis le temps. Frère, tu es monté. Vous êtes en train de me dire je vais rentrer laisse-moi pour chouf. Non, tu dis pas pour moi. Pour chouf, je vais rentrer. Regarde-moi. C'est pas moi que tu le dis ça. Tu le dis là-haut. Hein. Ouais, je vais dire là tout à l'heure à la barre, je vais rentrer pour chouf. Je vais rentrer en tant que guetteur. Est-ce que c'est normal? Mais là, je crois toujours. Cette année-là. Là, c'est parce que j'avais fait de l'argent, c'est tout. J'avais besoin de sous. Je suis à la rue, j'avais besoin de sous, c'est tout. Cette démocratisation du trafic et aussi la démocratisation de l'usage. Hein. Quand moi j'entends des discours que, bon je les entends partout, ça, hein, même y compris de collègues au niveau judiciaire, les avocats, les enquêteurs, bon, que c'est pas si grave de fumer un joint, que bon c'est presque rentré dans les mœurs, ben, je me satisfais pas de ça moi. Parce que bon, hein, je sais que s'il n'y avait pas d'usagers, il n'y aurait pas de trafic. Je peux dire aujourd'hui, hein, le 12 février à 10h10, qu'en l'état, il est au sommet de la hiérarchie de ce trafic de stupéfiants. Hein, donc bon, on verra s'il y a quelqu'un au-dessus de lui plus tard. Mais en tout cas, des 7 qui ont été interpellés, présentés à M. le l'instruction, c'est le gérant. Donc j'estime qu'aujourd'hui, si vous venez à le relâcher, y compris sous contrôle judiciaire, il risquerait de s'en prendre avec d'autres personnes, enfin de communiquer avec d'autres personnes, voire aussi de menacer ou de faire pression les gens qui l'ont mis en cause. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez affaire à quelqu'un qui est défavorablement connu des services judiciaires, qui a déjà été condamné par la justice, y compris à des faits liés aux stupéfiants. Donc j'estime qu'il y a un risque de réitération particulièrement important aussi, parce que seule l'interpellation a mis un terme à ce trafic, où monsieur avait partie prenante, où monsieur, avec ses lieutenants, ses rabatteurs, ses charbonneurs, etc., arrivait à gérer un chiffre d'affaires que je n'invente pas, Parfois on dit le parquet extrapole, on a des documents de comptabilité, 7 000 € par jour, plus de 200 000 € par mois.
Voilà la réalité de ce dossier. Donc pour toutes ces raisons, je vous demande absolument, Monsieur le Président, hein, je souligne, puisque hein, on a fait plusieurs de débats, vous avez pris décision de libération, vous avez pris décision de mandat dépôt. Si vraiment il y avait un mandat dépôt dans le cas de cette affaire à délivrer, ça c'est pour M. Bou. Donc cette procédure, elle a permis de mettre à jour vraiment une structure très hiérarchisée, d'ailleurs qui travaillait alors, au niveau de tout ce qui était charbonneur, c'est-à-dire les gens qui sont en contact avec la clientèle. Des guetteurs, tout ça, ce sont les petites mains, et c'est ce qu'on voit. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée un sentiment d'insécurité, parfois on nous renvoie à la figure, si on peut arrêter l'expression, où on nous dit, mais pourquoi vous ne faites rien, pourquoi les forces de police n'investissent pas, pourquoi le parquet ne poursuit pas. Mais tout ceci, ce sont des petites mains, et donc on a essayé, nous, de s'orienter vers les têtes de réseau, vers les grossistes, vers les semi-grossistes, c'est-à-dire eux qui alimentent le trafic. Moi, ce trafic de stupéfiants, je le vois aussi comme faisant partie intégrante de l'économie souterraine. Hein. Qui dit économie souterraine dit brassage d'argent, dit fraude aux allocations, fraude aux impôts, dit aussi commission d'autres infractions. Vous avez Monsieur Pire? Oui. Ah, vous me l'amenez, s'il vous plaît. Et je vous fais venir aujourd'hui entre deux policiers, après avoir passé la nuit au commissariat, parce qu'on vous reproche d'avoir dégradé une école primaire, une école élémentaire. Vous avez cette école qui est dans un quartier sensible, où il se passe quand même beaucoup de choses, où il y avait déjà eu des problèmes de coups de feu pas loin de cette école. Et lorsque vous avez lancé des pierres sur les vitres, après, lorsque les vitres ont été cassées, au départ, personne n'a su. On a dû faire venir un expert pour nous dire si c'était détruit avec une arme à feu, par des tirs, ou si c'était des pierres. Et les instituteurs se sont mis en grève. Parce qu'ils ont eu un petit peu peur que ce soit encore des tirs, cette fois sur des vitres. Vous avez vu, ça a été dans le journal, ça a été en première page du journal. Tout ça, c'est grâce à vous, monsieur. C'est grâce à vous et à votre copain. Vous voyez tout ce que ça a provoqué. Et vous, ça vous a fait passer la nuit au poste de police, revenir entre deux policiers, comme un vrai voyou. Vous avez déjà fait de la garde à vue? Jamais. Vous savez aussi que comme vous êtes mineur, c'est vos parents qui vont devoir payer pour rembourser les dégradations de l'école. Je vois que ça vous marque là, parce que les larmes arrivent. Il faut réfléchir, monsieur. Certes, vous êtes mineur, mais vous n'êtes plus un bébé. Vous allez voir un éducateur maintenant, d'accord, qui travaille pour mes services, qui a fait un petit point sur votre situation, d'accord. Ensuite, vous verrez la juge des enfants, qui vous placera sous liberté surveillée. Pourquoi? Ça veut dire que, vu ce qui s'est passé, j'estime qu'il faut qu'on vous suive un peu pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, pour voir que tout se passe bien. Pour voir un peu comment ça se passe à dire. J'arrêterai, je vous promets, je vous jure. S'il vous plaît, je veux pas ça, je vous promets, j'arrête. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui va se passer? Oui. C'est combien le remboursement? Je n'ai pas le devis là, monsieur. C'est l'école, c'est l'Éducation nationale qui nous dira combien ça a coûté. Travaillent vos parents? Ma mère, non. Et vous les mettez quand même en grosse difficulté. Quant à vous, vous avez déjà passé une nuit en garde à vue. S'il devait y avoir de nouveaux faits, c'est de nouveau la garde à vue maintenant, vous êtes connu. Je vais plus. Vous en avez pensé quoi, la nuit en cellule? C'est nul. Allez, les policiers vont monter voir l'éducateur. Il fera un point sur votre situation. Vous verrez le juge et l'avocat après.
ce n'est pas seulement faire du social que de s'occuper de la délinquance des mineurs. Et le mineur, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais qui est mineur aujourd'hui sera l'adulte de demain. Et c'est lui qui construira la société de demain. Donc les enjeux, ils sont fondamentaux pour les parquetiers, pour les éducateurs et pour les procureurs, dont je fais partie, que de prendre à très haut niveau cette délinquance. Alors vous démenotez et vous venez vous asseoir. Asseyez-vous. Vous êtes habituellement placé dans le Var. Oui. Voilà. Et vous êtes connu du tribunal pour enfants de Nîmes, pour avoir été condamné l'année dernière à une peine équivalent à un an d'emprisonnement, notamment pour 24 faits différents. On est d'accord ? Vous n'aviez pas 16 ans et vous avez quand même été condamné à l'emprisonnement compte tenu du nombre de faits et le fait que vous n'aviez jamais respecté les contrôles judiciaires. Oui. Vous êtes sorti de prison à quelle date ? Le 9 décembre. Le 9 décembre. Vous êtes sorti le 9 décembre et on vous retrouve au minimum pour avoir volé un véhicule le 30 janvier, dans la nuit du 29 au 30 janvier, d'avoir conduit ce véhicule pour retourner jusqu'à Alès. On est d'accord ? Et ensuite, on vous retrouve quelques jours plus tard à Saint-Jean-de-Museul, c'était dimanche, en possession d'armes de catégorie D. Et à la vue du contrôle gendarmerie, vous avez pris la fuite. Vous avez plus de 16 ans maintenant, donc la loi m'autorise à demander la détention provisoire, le temps de l'enquête. C'est ce que je vais faire, bien entendu. Vous êtes sorti il y a quelques semaines, vous avez déjà commis 3 nouveaux faits. Donc je considère que la première période d'incarcération n'a servi à rien. Comme on lui reprochait un délit puni de moins de 7 ans d'emprisonnement, on a une détention provisoire seulement que d'1 mois. Avec la possibilité, ce qui était évoqué tout à l'heure, de remise en liberté anticipée, notamment s'il y a un projet éducatif ou un projet de stage. Donc dans ce cas-là, on risque de se retrouver avec ce mineur dans la nature, un mineur qui va probablement accepter de façade comme il avait accepté précédemment le stage ou la proposition de séjour de rupture et qui va être en fugue très rapidement et de nouveau on va monter sur une série d'actes de délinquance extrêmement lourde. Très bien, écoutez, vous montez voir le service éducatif. J'ai sorti ton historique. Voilà tout ce que je sais sur toi. T'as fait combien de placements par exemple? Est-ce que tu sais? J'ai fait le CER en premier de Quézac. Après je devais aller à Lyon, je suis pas y allé. J'ai fugué, je suis allé en prison. Après j'ai fugué. Après ils m'ont mis en prison 9 mois. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui? La prison. Et t'en dis quoi toi? Parce que t'as fait énormément de passages à l'acte en plus. Je sais pas, je préfère pas y penser. Mais tu comprends la logique quand tu commets des délits, tu pars en garde à vue, tu comprends? Oui. Tu trouves ça normal ou pas? Alors pourquoi tu commets des délits? Tu veux pas aller en garde à vue? Je sais pas. Comme ça. Il y a aucune chose qui te motive pour éviter de pas commettre ces délits-là? Non, je sais pas, on a fait ça. C'est comme ça, c'est monter la tête mutuellement. Ouais. Et t'arrives pas à te freiner, à te dire non là, avec ma situation judiciaire, je peux pas me permettre de faire ça, même si t'es pas... Sinon la société te mettra toujours à l'écart. Et la première forme de mise à l'écart, c'est la détention. Quelquefois, il y a des dossiers qui nous confrontent à des murs, ou en tout cas l'impression que ce mur, il va nécessairement se terminer par la prison. Donc c'est compliqué, mais d'un autre côté, il serait inaudible pour qui que ce soit, il serait inenvisageable pour nous de les laisser prospérer dans des cambriolages, dans des vols de voitures et dans des agressions à domicile.
Lorsqu'une journée s'achève, lorsqu'on sait qu'on a pu aider une victime qui était dans la détresse, lorsqu'on sait qu'on a pu agir pour que dans un quartier, les gens ne se disent pas « dès demain, il faut que je quitte ce quartier », eh bien c'est quelque chose qui, tous les jours, vous fait vous dire que vous avez bien fait d'être là. Je croirai toujours en la justice parce que toujours ce qui la motive, c'est de protéger le faible contre le fort. Et je croirai toujours en la justice parce que chacun a le droit de retrouver une place dans la société et chacun a le droit d'y avoir sa place.